Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour ma vidéo préférée de l'année, à voir comme à filmer. Je vais vous parler de mes meilleures lectures de l'année. Comme vous le savez, bien que je dise meilleurs livres de l'année, il s'agit en vérité des livres que j'ai préféré lire cette année, tout simplement. J'en ai probablement lu de bien meilleurs, objectivement, sur le plan littéraire, mais ce sont ceux qui m'ont fait le ressentir le plus d'émotions et dont j'avais envie de parler aujourd'hui. Alors, cette année, j'ai lu 175 livres, donc c'est moins que les autres années, 9 hommes et 167 femmes. Donc ça reste à peu près normal. En général, je lis beaucoup plus de femmes que d'hommes. 51 VF, plus que les autres années, ça je suis contente. Et 124 VO. Donc. Alors, dans l'ensemble, les lectures furent assez moyennes, mais les très bonnes lectures furent excellentes. Il est vrai que j'ai eu besoin cette année d'un peu plus de lectures un peu moyennes, en fait. Des fois, on a besoin de choses un petit peu moyennes. Et j'ai ressenti ce besoin. Mais j'espère faire de meilleures lectures l'année prochaine. Je souhaite continuer à lire plus de français. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais voilà, moi j'ai besoin de lire plus de français. J'ai l'impression que je perds mon français. Je souhaite continuer à varier les auteurs et les autrices, notamment sur les lieux d'origine de ces personnes. Là, vous allez voir, il y a beaucoup de littérature britannique, par exemple. Donc j'ai envie d'explorer un petit peu plus sur ce plan. Et c'est déjà pas mal, hein. Si nous passions maintenant aux livres que j'ai préféré lire cette année. Tout d'abord, j'ai envie de vous parler des Vestiges du jour de Kazuo Ishiguro, le prix Nobel de littérature 2017, il me semble. C'est un magnifique ouvrage qui retrace une semaine de la vie de Stevens, un majordome anglais qui va, au cours d'un rarissime voyage à travers l'Angleterre, se remémorer son passé, son travail, ses employeurs, ses expériences, ses anciens collègues. C'est un livre très lent. Vous allez voir de toute manière, la majorité des livres que j'ai aimés cette année sont très lents, sont beaucoup dans l'introspection. J'ai beaucoup aimé les rythmes très lents cette année. Il ne se passe pas grand-chose et pourtant, ça fonctionne merveilleusement bien. Tout est de son point de vue et il est fascinant de suivre le méandre de ses pensées, absolument pas objectives, hein, sur sa situation, sur son passé, sur ce qu'il a pu voir, notamment en temps de guerre. J'ai anticipé un petit peu cet ouvrage parce que je me disais mais qu'est-ce que Kazuo Ishiguro peut connaître de la vie d'un majordome, hein, il n'a pas vécu cette vie-là. Hein. Et pourtant c'est très bien transcrit. Je ne sais trop comment mais c'est très bien transcrit. L'écriture est superbe. C'est un livre objectivement parfait. Il n'y a rien à redire. Ça peut être lent, comme je l'ai dit pour certains. Allez, c'est peut-être le défaut, j'imagine. Pour moi, c'est un avantage. Hein. Ça fut délicieux. C'est étonnamment émouvant. On pourrait penser que puisqu'il ne se passe pas grand-chose, ça va être plat. Et pourtant, on est transporté. C'est simple à lire. Et je pense que c'est l'un des grands talents des grands livres. Le fait de rendre tout simple. Ça a l'air simple à écrire, c'est simple à lire, c'est simple à comprendre. Et pourtant, je pense qu'à étudier, ça doit être plus complexe. J'ai déjà hâte de le relire parce que je pense que sur le plan de la forme, il propose quelque chose que j'ai peut-être moins vu parce que j'étais vraiment tellement concentrée sur le ressenti ici. C'est un livre que je conseille chaudement. Ensuite, vous vous en doutiez peut-être, Mrs. Dalloway de Virginia Woolf, qui est mon livre préféré de l'année, nettement. J'en ai parlé lors d'un vlog de lecture il y a quelques mois et j'avais été estomaquée par ma lecture, je ne savais pas quoi en dire et je ne sais d'ailleurs toujours pas quoi en dire. Je l'ai lu en version française et en version originale. J'ai adoré le fait de le relire en version originale. Avec les classiques, j'essaye toujours de commencer par la version française parce que j'ai toujours un petit peu peur de ne pas tout saisir et ce fut une bonne chose. Mrs. Dalloway a peu d'intrigue, hein. Cela parle de la journée d'une femme qui prépare une soirée, qui va acheter des fleurs, qui fait des rencontres, qui en loupe certaines et qui réfléchit à sa vie, à ses choix, aux regrets qu'elle a sur ces derniers. Je connaissais principalement Virginia Woolf pour ses essais que j'adorais. J'ai adoré cette fois-ci découvrir la romancière qu'elle est. J'ai hâte d'en découvrir plus.
Je sais que pour beaucoup, Mrs. Dalloway est son meilleur roman. Il est vrai qu'actuellement, je ne sais pas trop comment on peut faire mieux que celui-ci, à mon avis. Attention, à nouveau, rythme très lent. Ce n'est pas pour tout le monde. Je pense que si je l'avais lu plus jeune, j'aurais beaucoup moins aimé. Et là, quelle chance, je l'ai lu pile au bon moment, c'était parfait. Il y a tout un travail du rythme, des sensations, j'ai l'impression de comprendre le personnage et l'autrice, et également d'être comprise par elle. C'est un privilège de ressentir ce que j'ai ressenti en lisant cet ouvrage. J'aurais adoré l'étudier. Je pense que ça doit être fascinant d'assister à une conférence à ce sujet parce que bien entendu il y a plein de niveaux de lecture, hein. J'ai probablement dû louper 80% de ce qui est proposé dans cette œuvre parce que je ne suis pas une spécialiste de la littérature, mais de ce que j'en ai perçu, de ce que j'en ai découvert, ça fut merveilleux. Pour changer cette fois-ci, un ouvrage contemporain avec mon année de repos et de détente d'Otessa Moshfegh, une autrice américaine. Je l'ai lu en VO, mais il est sorti en version française il y a quelques mois, en septembre, je pense, pour la rentrée littéraire. C'est un livre surprenant que je n'avais jamais vu autre part et qui m'a beaucoup parlé, très très moderne. Il parle d'une femme dont on ne connaît pas le nom, dont on ne connaîtra jamais le nom, qui vit à New York. Elle est belle, elle est jeune, elle a fait des grandes études et elle décide pourtant de se couper du monde pendant un an et de passer cette année à dormir, sous pilule principalement. Elle souhaite se détacher de son identité, de son corps et de disparaître tout simplement, ce qui, on le voit, peut se révéler positif. Elle alterne les moments de sommeil et les passages où elle a quelques visites, des moments où elle réfléchit sur sa vie, sur son passé notamment. J'avais très peur de cet ouvrage, je dois l'avouer. Je craignais de trop m'y retrouver, que des thèmes sur la dépression, le deuil soient trop présents parce que ce sont des thèmes abordés. Et pourtant, je trouve que ça a été traité de manière originale. C'est drôle, le personnage n'est pas toujours très sympathique, elle a des répliques assez sombres sur beaucoup de choses et en même temps je pense que c'est une barrière, un mur pour se protéger, hein, pour éviter de souffrir. Elle cherche à enlever le mal plutôt, vous savez, qu'à l'accepter et à l'assimiler. On se concentre à la fois sur elle et sur l'Amérique des années 2000-2001, hein. C'est juste avant le 11 septembre. Ça m'a un petit peu rappelé un livre de Georges Perec qui s'intitule « Un homme qui dort », qui parle d'un étudiant dépressif, mais avec une sorte de touche à la Donatarte. C'est très particulier, j'ai beaucoup aimé et je le recommande chaudement. Ensuite, un ouvrage de science-fiction de Ted Chiang, il s'agit d'Exhalation, qui est le second, je lui souhaite, le deuxième recueil de nouvelles de l'auteur. Le premier, qui s'intitulait La Tour de Babel, a été publié dans les années 90. Vous en avez peut-être entendu parler, déjà parce que je l'ai mentionné sur cette chaîne il y a quelques années dans mes favoris, il me semble, hein, de l'année. Et surtout, hein, parce que l'une de ces nouvelles a été adaptée au cinéma, le film Arrival, Premier Contact en français, de Denis Villeneuve, qui était merveilleux, à la fois le film et la nouvelle d'ailleurs, hein. Ça a abordé des thèmes de déterminisme en lien avec le langage, en s'appuyant sur l'hypothèse de Sapir-Whorf qui posait que l'appréhension du monde, on va dire, dépendait du langage. C'était fascinant, la manière dont il a mis ça en œuvre était vraiment intéressant et on retrouve ce style de questionnement dans ce recueil. Il n'est pas encore sorti en français, il me semble qu'il sort l'année prochaine. C'est tout ce que j'aime en science-fiction et c'est ce que j'aimerais montrer aux gens qui ne lisent pas de littérature de genre et de science-fiction notamment, parce qu'il y a tellement de questionnements philosophiques, humanistes, qui questionnent la science, l'humanité. C'est vraiment un ouvrage que j'ai aimé. Il y a beaucoup de thèmes abordés, le voyage dans le temps, ça c'est pour la première nouvelle qui se passe à Bagdad, qui est très très bien ficelée, je pense que c'est une de mes préférées, les intelligences artificielles et les questions qui tournent autour de ça, notamment des questions juridiques, des questions sur
que l'on peut lier au spécisme, par exemple. Hein. Est-ce qu'on donne des droits à ces intelligences artificielles? On les a créées pour qu'elles ressentent des émotions, donc quel est notre rapport à elles? Il y a des interrogations sur les rapports entre liberté et, on va dire, physique quantique, monde parallèle. Ça, c'est dans la dernière nouvelle. Très intéressant. Des questions un peu plus techniques aussi pour, par exemple, qui abordait c'était quoi? C'était la deuxième loi de la thermodynamique avec l'entropie, c'est-à-dire le fait que l'on croisse vers une destruction, en fait. C'est ça, grosso modo. Dans cet ouvrage, il est beaucoup plus humain dans sa manière d'aborder les questions. Il aborde plusieurs fois la question de l'éducation. J'ai beaucoup aimé également ses interrogations sur le souvenir, le fait de ne jamais se souvenir ou de se souvenir de tout. Est-ce une bonne chose? Est-ce que cela permet le pardon? Beaucoup d'interrogations. C'est un ouvrage qui est complet, qui est riche, qui est intéressant. Ce sont des nouvelles qui datent de plusieurs années pour certaines. Hein. Là, c'est vraiment un recueil qui les réunit toutes. Je n'en avais lu aucune. C'est un petit peu complexe à lire en version originale parce qu'il y a beaucoup de termes scientifiques auxquels je ne suis pas habituée. Mais voilà, sur Internet à côté, ça va, on arrive à comprendre. Mais il faut être un petit peu concentré. Je suis très satisfaite par cet ouvrage. Je l'avais trouvé dans la liste de lecture des ouvrages d'été d'Obama Barack, pas Michel. Et donc en général j'aime bien voir ce qu'il conseille. Très très bonne lecture. Ensuite, je n'ai pas pu en parler l'année dernière, donc j'en profite pour le faire cette année. Le Chant d'Achille de Madeleine Miller qui, comme vous le voyez, a été conseillé par Donatarte. Donc ça, si c'est pas une incitation à lire. C'est une réécriture de l'Iliade d'Homère. J'aime beaucoup les réécritures d'Homère. Souvent on voit des réécritures de l'Odyssée. Je pense par exemple à l'Odyssée de Pénélope de Margaret Atwood qui prend le point de vue de Pénélope, donc la femme d'Ulysse, hein, qui l'a attendu pendant toutes ces années, mais également des servantes qui ont été sacrifiées et assassinées à son retour. Il y a aussi la naissance de l'Odyssée de Jean Giono, qui est très intéressant. Il me semble que c'est le premier livre qu'il a écrit et où il propose un Ulysse menteur, qui n'est pas du tout parti accomplir des exploits, hein, qui est simplement volage et peureux de rentrer, et c'était très intéressant. Mais il y a assez peu, je trouve, de réécriture de l'Iliade. En voici une. Donc Iliade de guerre de Troie, avec vos protagonistes principales, Patrocle et Achille, qui sont amis, cousins et amants. Ce n'est pas forcément ce qu'on met le plus en avant, cette relation amoureuse. Hein. Ça se trouve dans certaines interprétations des mythes, pas dans toutes, du moins pas dans les plus communes. Donc c'est très agréable de voir cette version-là. J'ai beaucoup aimé. L'autrice est une professeure de grec et de latin. Elle a également étudié l'art, il me semble, donc elle connaît son sujet. J'aime la manière dont elle parle, dont elle écrit. Je trouve que le début et la fin se répondent joliment. C'est une tragédie, c'est passionné, c'est passionnel, c'est dur, c'est violent. Moi, j'ai beaucoup apprécié cette lecture. Un autre ouvrage avec un titre similaire, il s'agit du Chant du sabre de Kim Hoon, un journaliste et écrivain coréen. Il s'agit de l'un des ouvrages les plus célèbres de la littérature moderne coréenne. J'ai eu de la chance de le trouver en occasion, donc j'ai vraiment sauté dessus. C'est le récit autobiographique fictif des dernières années de la vie de l'amiral Yi Sun-shin, qui a repoussé les invasions japonaises, est considéré comme un héros national, mais cet ouvrage va au-delà de ce côté trésor national que l'on retrouve partout, sur les billets, sur les places et tout. Il se penche sur l'homme qui était cet amiral, notamment l'homme en fin de vie, après les guerres. C'est très intéressant, c'est poétique, c'est simple. Je ne pense pas avoir totalement tout saisi parce que je pense qu'il y a énormément de références qui sont dues à la langue que je ne peux pas comprendre. Alors, je m'intéresse beaucoup à l'histoire coréenne, donc je connais les épisodes de la vie de Yi Sun-shin, mais c'est vrai que je pense qu'il y a tout un travail sur la langue coréenne qu'une traduction, aussi bonne soit-elle, n'arrive pas à transmettre. Mais c'est un ouvrage que je conseille qui est
peu mentionné. Ensuite, un ouvrage que vous avez déjà vu, Cristallisation secrète de Yoko Ogawa, une autrice japonaise, qui propose cette fois-ci un livre de science-fiction avec pour héroïne une écrivaine qui écrit donc un roman dans un monde où les gens oublient petit à petit plein d'éléments de leur vie, des fleurs, des lampadaires, plein de choses comme ça. Il y a une police qui gère tous ces oublis, c'est-à-dire qu'il faut que les gens oublient. Les personnes qui n'oublient pas sont traquées. C'est le cas de proches de l'héroïne, mais pas elle-même. Elle oublie. Et il est question de savoir si elle va finir son roman, parce qu'écrire un roman lorsqu'on oublie des choses est extrêmement compliqué. Et je vous renvoie à la vidéo que j'avais faite sur la littérature japonaise, principalement contemporaine. J'en parle un petit peu plus, mais j'ai beaucoup aimé. Le style est très intéressant. On voit Yoko Ogawa dans un style dans un genre plutôt qui n'est pas celui où on la retrouve le plus souvent. Donc c'est très agréable et j'aime beaucoup la science-fiction, comme vous avez pu le comprendre. Et pour finir, je me dépêche un peu parce que je n'ai plus de batterie, vous avez dû le remarquer. J'ai relu, donc je triche un petit peu, j'ai relu Lolita de Nabokov. J'en avais parlé dans une vidéo il y a peut-être 2 ans sur les personnages les plus terrifiants pour moi. C'était en période d'Halloween et j'avais cité Humbert. Je maintiens ce que je dis, c'est toujours un personnage terrifiant. Vous connaissez probablement l'histoire de cet ouvrage. Il s'agit du récit à la première personne d'un pédophile et d'un pédocriminel qui se prend de fascination pour Lolita, une jeune fille de 12 ans. Et on suit ce personnage masculin principal, vraiment cet anti-héros pur, pendant sa rencontre, les années après, il nous écrit de prison. Il y a une justice, mais pas pour sa rencontre avec Lolita, c'est pour autre chose. C'est un ouvrage qui est déjà très très bien écrit. Ça fait vraiment partie des livres mieux écrits que j'ai jamais lus. Là, c'est une édition française, parce que elle n'est pas chère, mais j'ai lu beaucoup de passages en version anglaise. C'est très très beau également. Donc c'est très bien écrit, c'est intéressant à lire. Je ne le conseillerais pas à tous, notamment aux plus jeunes, parce qu'il faut tout de même percevoir la hauteur qu'il est nécessaire de prendre avec un tel ouvrage. Pas prendre ça comme une histoire d'amour, parce que ça serait très problématique et je pense que l'envie de l'auteur ici est que l'on comprenne que quelque chose ne va pas dans ce récit. On est dans la tête d'Humbert qui ne prend pas conscience de la situation dans laquelle il est et dans laquelle il met les autres. Cette fois-ci, je vais aussi vous renvoyer à la vidéo que j'avais faite à ce sujet où je développe un petit peu plus cette question. Donc je recommande Lolita, bien entendu. Je recommande de le lire plusieurs fois. J'ai adoré le relire, j'ai vu plein de nouvelles choses qui m'ont encore plus dégoûtée que la première, où je l'ai lu combien de fois? Je crois que je l'ai lu déjà 2 fois, mais vraiment c'est un livre à analyser beaucoup. J'ai vu les films aussi à ce sujet. Je suis plus mitigée sur ceci, sur la manière dont eux perçoivent ce roman. Mais bon, peut-être que je le perçois d'une manière différente, je ne sais pas. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires quelles sont vos lectures préférées de l'année, je serais ravie de les lire. J'adore ça, j'adore avoir les recommandations. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, de soirée, je vous retrouve dans une prochaine vidéo et en attendant, portez-vous bien. Au revoir.